Madame, Monsieur, merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. À la une de cette édition, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire est en assemblée générale et un nouveau président a été élu à la tête de l'ASACI. Nous parlerons du ministre Guilan Niebo qui a été reçu pour une signature de convention par son homologue Souleymane Diarra-Souba. Et la journée mondiale de l'eau 2026 a tenu toutes ses promesses autour du thème eau et genre. Des précisions dans un court instant. Nous ouvrons le journal avec de l'assurance. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire était en assemblée générale ce jeudi. Objectif, trouver un remplaçant à Koné Mamadou qui a pris les rênes, comme vous le savez, de la FANAF. Et ces choses faites, par acclamation, son nom, Konan Kwasi Romuald, actuel DG de GNA Assurance, qui s'est engagé à porter le chiffre d'affaires de l'association de 600 milliards de francs CFA à 1000 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de cette élection avec Issa Badini. Une accolade et une chaude poignée entre ces deux personnalités du monde de l'assurance en Côte d'Ivoire. L'un, Koné Mamadou, président sortant et fraîchement porté à la tête de la FANAF, Fédération des associations d'assurance du droit national africaine. L'autre, Konan Kwasi Romuald, jusqu'ici directeur général de la GNA Assurance, qui vient par acclamation d'être porté à la tête de la ZACI, pour assurer la continuité, mais bien plus encore, souligne-t-il. Il y a 6 axes. Le premier élément, il faut déjà terminer les projets structurants déjà engagés et les projets qui ont été prévus par le mandat précédent. Le deuxième élément, il faudrait accroître le taux de pénétration et le chiffre d'affaires du marché ivoirien. Il faudrait qu'on soit capable de passer de 688 milliards à plus de 1000 milliards d'ici 3 ans. Le troisième élément, nous travaillons dans un secteur libéral et le profit est un élément très important. Il faudrait que chaque compagnie d'assurance puisse rentabiliser correctement. Accroître la pénétration et placer la maison au sommet, Romuald Kwasi peut s'appuyer cependant sur des acquis de son désormais prédécesseur. Donc tous les projets qui ont pu être mis en place, qui ont pu être, je dirais, clôturés, notamment la digitalisation des attestations d'assurance automobile aujourd'hui qui a changé la façon de travailler des assureurs, mais aussi la façon de travailler des autres parties prenantes, notamment la police, tous ceux qui sont en charge de ce contrôle-là. Nous avons aussi accéléré les recours intercompagnies, fait en sorte qu'aujourd'hui ce n'est plus des points de friction entre nos compagnies d'assurance pour le meilleur intérêt de nos assurés et bénéficiaires du contrat. Nous avons des projets structurants sur l'assurance santé. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de fierté parce que l'association s'est mobilisée de façon unanime pour porter sa candidature et son élection, ce qui veut dire qu'il a le soutien de toutes les compagnies d'assurance. Romuald Kwasi est élu à ce poste pour 3 ans. Diplômé en finance comptabilité, il totalise 9 ans à la tête de la direction générale de GNA Assurance. Guilan Niebo, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement aux Républiques démocratiques du Congo, a été reçu pour une signature de convention le mercredi par son homologue Souleymane Diarra-Souba, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire. Cette signature a pour objectif de renforcer les coopérations dans un domaine essentiel entre ces deux ministères et pays frères. Alan Nitoua était présente pour le compte de Business 24 Africa. Les ministères du Plan et du Développement, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. 2 ministères et 2 pays frères se sont rencontrés ce mercredi 1er avril 2026 à Abidjan pour officialiser leur partenariat qui permettra de renforcer la coopération dans la production statistique à travers la réalisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat RGPH2 de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire se réjouit d'accompagner la RDC dans cette entreprise d'envergure nationale. En apportant son expérience et son savoir-faire, notre pays exprime non seulement sa solidarité, mais aussi sa conviction que le partage d'expertise entre nations africaines constitue un puissant levier pour le développement durable et la souveraineté statistique de notre continent. Monsieur le ministre d'État, la signature de cette convention s'inscrit pleinement
dans la vision éclairée de leurs excellences. M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, tous deux partagent la même ambition, bâtir des États modernes fondés sur la planification, la transparence et la maîtrise des données fiables pour orienter les politiques publiques. C'est tout simplement la concrétisation de la manifestation des deux présidents des républiques sœurs vers ce que nous puissions nous engager dans cette dynamique de la coopération sud-sud. Parlons à présent de coopération transfrontalière. À Abidjan, la coopération régionale s'intensifie face aux défis sécuritaires et socio-économiques dans les zones frontalières. Le jeudi dernier, la capitale économique ivoirienne a abrité la première session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Région transfrontalière pacifique et résiliente dans les pays sahélo-côtiers au titre de l'année 2026. L'objectif de cette session est de faire le bilan des activités de 2025, examiner et valider la planification pour 2026. Autour de la table pour la première session 2026 du projet Sikaboa, les principales parties prenantes du projet venues du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la gouvernance locale, améliorer l'employabilité des jeunes, consolider la cohésion sociale et favoriser un développement durable dans les zones transfrontalières souvent fragilisées. Cette rencontre stratégique sera l'occasion de dresser le bilan des activités menées en 2025 avant d'examiner et de valider la planification des actions pour l'année 2026. Les zones frontalières ne doivent plus être perçues comme des lignes de fracture, mais comme des espaces sécurisés, résilients et porteurs d'opportunités. L'Union européenne reste engagée aux côtés des États pour accompagner cette dynamique de transformation. Cette session marque également une étape importante. Elle permettra, selon le commissaire Jonas Bian, président du comité de pilotage du Sikaboa, de franchir un cap décisif avec des résultats concrets attendus au bénéfice direct des populations vivant dans les zones transfrontalières. Les espaces transfrontaliers, notamment celui de Escaboa, qui relie Sikasso, Torogo, Bobo-Dioulasso et Wa, font face à d'énormes défis socio-économiques et sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous saluons la dynamique enclenchée dans le cadre de ce projet pour faire de la zone Escaboa un espace intégré et résilient permettant de réduire l'impact des conflits locaux et d'améliorer la sécurité humaine à travers une gouvernance renforcée. En Côte d'Ivoire, ce projet est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Une forte implication du gouvernement dans un contexte où les défis transfrontaliers exigent des réponses concertées. Dès lors, la session qui s'ouvre aujourd'hui révèle une importance particulière. Elle nous offre l'occasion de donner conjointement corps à cette vision partagée en créant les conditions nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace des actions engagées, renforcer la synergie entre l'ensemble des acteurs impliqués et surtout garantir que les résultats issus de nos travaux se traduisent par des améliorations concrètes, tangibles et durables dans la vie de nos populations. À travers cette initiative régionale, les États sahélo-côtiers entendent faire des zones frontalières non plus des espaces de vulnérabilité, mais de véritables pôles de stabilité et d'opportunités partagées. Parlons de l'eau. La journée mondiale de l'eau 2026 se tient les 2 et 3 avril au plateau autour du thème Eau et genre. À l'initiative du ministère des Eaux et Forêts, cette rencontre a réuni des experts de divers horizons venus analyser et approfondir les enjeux liés à cette thématique à forte portée sociale et environnementale. C'est ce que nous dit Victoire Dié.
Mettre en lumière les inégalités liées à l'accès à l'eau et promouvoir une gestion inclusive des ressources hydriques, c'est tout l'enjeu de cette édition 2026 de la Journée mondiale de l'eau. Durant 2 jours, acteurs institutionnels, partenaires techniques et espèces se penchent sur le rôle du genre dans la gouvernance de l'eau, notamment l'impact sur les femmes, souvent en première ligne dans la gestion quotidienne de cette ressource essentielle. Les échanges ont permis de souligner la nécessité d'intégrer davantage la dimension genre dans les politiques publiques afin de garantir un accès équitable à l'eau pour tous. Ce thème, d'une grande pertinence, nous interpelle tous. Il nous invite à reconnaître et à valoriser le rôle essentiel des femmes dans la gestion, la préservation et l'utilisation durable des ressources en eau. Dans cette dynamique, le gouvernement réaffirme son engagement à renforcer les mécanismes d'accès à l'eau potable tout en réduisant les disparités entre les sexes. Les femmes jouent un rôle central dans l'approvisionnement, la gestion et la sauvegarde de l'eau. Les messages clés à retenir pour cette journée sont d'abord, la crise mondiale de l'eau touche tout le monde, mais pas de la même manière. L'absence de système d'eau potable et d'assainissement creuse les inégalités au détriment des femmes et des jeunes filles. Un panel de haut niveau avec pour thème « Intégration du genre dans la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement » a meublé cette rencontre. Au thème de ces assises, les recommandations formulées devraient contribuer à renforcer les actions en faveur d'une gestion durable et équitable des ressources en eau où hommes et femmes participent pleinement aux décisions pour un développement harmonieux. Et parlons à présent d'une initiative pour redynamiser l'accès au financement en Côte d'Ivoire. L'institution financière Alios Finance Côte d'Ivoire a présenté une nouvelle gamme de solutions destinées aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. 5 nouvelles solutions pour continuer à enrichir sa gamme de produits, mais aussi à s'adapter à un marché en constante évolution et soutenir davantage l'activité économique. C'est au siège de Alios Finance Côte d'Ivoire à Abidjan que l'annonce a été récemment faite. L'institution financière enrichit son offre avec 5 nouvelles solutions de financement conçues pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des ménages. L'initiative vise à faciliter l'accès au crédit et à l'équipement pour les petites et moyennes entreprises tout en levant les barrières financières qui freinent encore de nombreux acteurs économiques. Parmi les innovations majeures, Alios Performance. Selon Marie-Odile Seigneblé-Nyakadia, directrice générale de Alios Finance Côte d'Ivoire, il s'agit là d'un mécanisme stratégique qui permet aux petites et moyennes entreprises de participer plus facilement aux appels d'offres en leur fournissant les garanties financières exigées. Les anciennes offres sont toujours d'actualité, donc on continue toujours à faire du crédit bail, de la lisée, de la location longue durée et tout ça. Mais Alios Performance, c'est l'enrichissement de l'offre et c'est une démarcation parce que c'est de l'offre sectorielle. Donc aujourd'hui, on ne fait pas l'offre pour faire l'offre. C'est-à-dire, on étudie chaque secteur d'activité pour voir tel secteur, je prends le secteur du transport, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils attendent réellement d'Alios. Et dans Alios Performance, on a la caution de soumission. Donc, la nouveauté sur le marché, c'est que la caution de soumission sera délivrée en 24 heures. Donc, caution express. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces entreprises, souvent freinées non pas par leurs compétences, mais par un manque de garantie. Je suis très satisfait d'Alios Finance. J'ai connu Alios Finance, ça fait cela près de 17 ans. Et je dirais que grâce à Alios aujourd'hui, ça a fortement impacté mes activités. Nous avons été invités chez Alios pour regarder les solutions innovantes qu'ils nous proposent pour les mois et les années à venir. On tient vraiment à les féliciter, à leur dire merci de nous avoir fait confiance. Autre axe fort de cette nouvelle gamme, l'ouverture vers les particuliers. Un prêt spécifique est désormais proposé pour soutenir les ménages dans leurs besoins essentiels, qu'il s'agisse d'éducation, de logement ou de dépenses imprévues. Un pas de plus vers un financement plus accessible, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Alios Finance Côte d'Ivoire se veut un établissement de référence pour le financement des biens mobiliers et immobiliers à travers divers produits financiers, notamment le crédit bail mobilier et immobilier, crédit d'investissement, crédit automobile,
et crédit équipement. La fête de Pâques en pays baoulé. Attention au VIH-Sida. Nous sommes dans la période pascale en Côte d'Ivoire. Cette période rime avec la fête de Pakinou, une grande fête culturelle et de retrouvailles du peuple baoulé au centre de la Côte d'Ivoire. Encore faut-il trouver un car pour se rendre dans son village. L'occasion est belle pour sensibiliser sur le VIH-Sida. Retrouvons notre reporter Michel Brou. Nous sommes à 3 jours de la fête pascale chrétienne, appelée communément en Côte d'Ivoire, précisément dans le V baoulé. Pakinou, ici, à la gare routière UTB d'Adjamé. C'est visiblement une gare qui plie sous le poids des passagers. Depuis la semaine passée, nous sommes déjà dans la période de Pâques. Parce que Pâques chez nous, c'est 2 semaines avant et 2 semaines après. Et pour faire face au flux de passagers qui souhaitent voyager vers le V baoulé, on a fait des acquisitions comme on le fait chaque année d'ailleurs. Quand on parle de Pâques, Pâques c'est un rassemblement. Des frères, on a fait au moins 5 à 6 ans, on ne s'est pas croisé au village. Pendant les fêtes, nous on a créé une petite association à la maison, les petits fils là. Donc cette année, on va les faire sortir. Les uns et les autres, mon cousin, t'es où? Je suis à Paris. On se croise, ça amollit. Une belle opportunité pour le programme national de lutte contre le sida qui a fait le choix de sensibiliser les voyageurs à destination des villes et villages du centre de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans l'effervescence, ils ne se contrôlent plus. Donc ce matin, nous sommes là pour leur dire que le VIH existe bien et qu'ils doivent faire attention. Nous sommes là aussi pour promouvoir le port systématique et correct du préservatif parce qu'il les protège 3 fois. Donc disons une triple protection contre les IST, contre le VIH et puis la grossesse non désirée. Vraiment, cet après-midi, je demande à tous ceux qui vont pour la fête de Pâques de se protéger, de se méfier. Le Pakinou est une tradition baoulée de retrouvailles, un grand moment de retour au village et de festivités culturelles. Cette sensibilisation du PNLS est une invitation des organisations de santé à lutter contre le VIH-Sida et d'inciter les individus à prendre des décisions éclairées pendant les fêtes, de protéger leurs proches et leur communauté. Dans le cadre des réformes du brevet de technicien supérieur, BTS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé l'atelier national de validation des nouvelles filières du BTS le lundi à Bassam. Durant 5 jours, experts en méthodologie, en métier et enseignants spécialistes vont passer au peigne fin 34 filières du brevet de technicien supérieur. Cette réforme vise à réviser en profondeur les filières pour les aligner sur le marché du travail et améliorer l'employabilité des jeunes qui sortent des universités. Le compte-rendu du lancement des travaux avec notre reporter Philippe Zabo. Le BTS nouveau arrive. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, il sera le fruit d'une réforme ambitieuse qui vise à transformer en profondeur l'enseignement supérieur technique. L'objectif est de répondre efficacement aux exigences du marché de l'emploi. Ce changement représente un saut qualitatif pour le secteur de l'éducation et de la formation, garantissant une préparation optimale des diplômés qui seront à la fois compétents, opérationnels et immédiatement employables. Au regard de l'évolution mondiale de l'économie, de l'innovation, il était pertinent de reformer le brevet des techniciens supérieurs. Parce que l'économie ayant évolué, il faut maintenant des compétences qui puissent directement être opérationnel pour cette économie en évolution. Et c'est depuis cette décision que des groupes ont été constitués à l'effet de penser à reformer le BTS d'abord pour éliminer les filières qui ne sont plus, qui ne trouvent plus d'emploi, donc qui ne sont plus en adéquation avec l'évolution de notre économie, et puis aussi mettre en route de nouvelles filières qui répondent mieux aux besoins de notre économie. Après une étude approfondie menée auprès d'établissements, d'entreprises et de diplômés, 34 filières seront passées au peigne fin par des experts métiers, enseignants, méthodologues et représentants de branches professionnelles
pour présenter un produit fini. Les experts qui sont les experts métiers, les enseignants spécialistes ont élaboré des fiches de présentation de ces filières, donc notamment les analyses des situations de travail, les référentiels métiers et de compétences. Ils ont également élaboré les guides pédagogiques de ces 34 filières. Ils ont élaboré également les référentiels d'évaluation et de certification de ces 34 filières. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin du processus. Donc il s'agit pour nous de valider ces 34 documents qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur, un document par filière, donc qui décrit tout le processus que nous avons mentionné, avec la liste des équipements nécessaires pour chacune des filières, les débouchés, etc. Après cet atelier, si le timing est respecté, les nouveaux BTS rentreront en vigueur durant l'année académique 2026-2027. Et poursuivons en santé. Le mardi dernier, à l'Institut national de santé publique d'Adjamé, le directeur de la communication et des relations publiques du ministère de la Santé, Ali Paul Quadio, a présenté le bilan des actions de communication menées en 2025 et donné les nouvelles orientations. Un exercice réalisé à l'occasion de la première réunion trimestrielle des communicateurs en santé dédiée au renforcement de la coordination et à l'harmonisation des stratégies du secteur. Générosa Quadio pour le compte-rendu. Renforcer la coordination et harmoniser les actions. C'est l'objectif de cette première réunion trimestrielle des communicateurs en santé qui s'est tenue le 31 mars 2026 à l'INSP d'Adjamé et qui a réuni plus d'une centaine d'acteurs. Au programme, bilan des activités 2025, présentation des délégués et partage d'expériences pour une communication sanitaire plus cohérente et efficace. Nous sommes là pour le bilan des activités 2025. Il faut dire qu'en 2025, l'activité majeure à retenir, c'est l'intensification de la communication sur les réseaux sociaux. En termes de couverture, nous sommes passés à une progression de plus de 300%, avec un taux de couverture de plus de 53 millions de personnes contre 19 millions en 2024. Alors cela aussi était lié à une forte communication sur la couverture maladie universelle, qui était quand même une mesure du gouvernement vraiment pour laquelle on a beaucoup travaillé en 2024 et en 2025, et donc il nous a permis de faire vraiment ce bond quantitatif. La relation avec les usagers progresse également. Le centre d'appel 143 a traité plus de 10 000 appels en 2025, traduisant une proximité renforcée avec les populations. Nous avons rétabli le contact avec la communauté, la communication digitale, les relations publiques, et puis plusieurs activités, notamment le CPN foraine. Nous avons vu un taux de fréquentation qui a été en hausse, et puis nous voyons que la population a plus confiance aux agents de santé, parce que désormais on ne parle plus de raquettes dans notre hôpital, on ne parle plus de mauvais accueil, et tout se passe très bien. L'hôpital est là pour eux. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'hôpital. Donc l'hôpital existe parce qu'il y a des personnes qui recourent à la santé qui existent. Et notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient pris en charge promptement, efficacement, et que le mal soit endigué si possible. Pour 2026, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle prévoit de renforcer la promotion de la santé, moderniser des outils et améliorer davantage l'interaction avec les populations. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui informe les parties prenantes et le grand public que l'édition inaugurale du Salon africain de la santé, initialement prévue les 15, 16 et 17 avril 2026, est reportée et reprogrammée au cours du mois d'octobre 2026. Le ministère de la Santé tient à présenter ses excuses à l'ensemble des partenaires, sponsors, exposants ainsi qu'au grand public pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. Les nouvelles dates précises seront communiquées ultérieurement par les canaux officiels. À l'ère du numérique, de plus en plus de jeunes Ivoiriens se tournent vers le business en ligne pour créer leurs propres opportunités. Ce samedi 28 mars 2026, ils sont une centaine à répondre à l'appel de la Nouvelle Vision Academy pour une session de formation dédiée à l'achat en ligne sur la plateforme Alibaba. Objectif, maîtriser les bases de l'importation, apprendre à identifier des fournisseurs fiables et comprendre les mécanismes de commande sécurisés. Une démarche essentielle pour réussir dans l'univers du e-commerce en pleine expansion en Côte d'Ivoire.
Cette formation, aujourd'hui, dans la mesure où nous avons constaté qu'il y a une vie qui est un peu chère et on entend sur les réseaux sociaux la vie chère. Donc nous avons décidé de pouvoir vraiment aider des personnes à pouvoir créer des sources de revenus afin de pouvoir faire face à ce phénomène. Nouvelle Vision Academy, c'est une entreprise de formation. On a plusieurs formations, mais aujourd'hui particulièrement, c'est la formation sur Alibaba. Comment acheter des articles depuis la Chine et les vendre dans son pays pour faire plus de marge. Au niveau des avantages avec Alibaba, c'est que vous avez des articles en gros. Voilà, vous pouvez avoir des articles aujourd'hui sur le marché local, peut-être au prix de 1500 et vendre à 2000 pour avoir juste 500 francs de marge. Par contre, avec la plateforme Alibaba, vous êtes en contact avec des fabricants, donc vous avez vraiment de grosses marges comme des articles qui sont vendus. Dans cette formation, les participants sont initiés aux techniques de recherche de produits, aux stratégies de négociation avec les fournisseurs, mais aussi aux méthodes de revente dans le marché local. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business avec la Chine présente plusieurs avantages. D'abord, à des fins personnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits ou encore il y a des équipements en Chine qui ne sont pas encore disponibles sur le marché local. Ou encore, vous allez les trouver à des prix très exorbitants, alors que le besoin se fait sentir de façon quotidienne. Et deuxièmement, on peut acheter à des fins commerciales. Aujourd'hui, on voit des personnes aller acheter à Djamé à 500 et vendre à 1000 francs. Ça, ce n'est pas du commerce, c'est fait du sport. Donc nous sommes là aujourd'hui pour leur présenter cette opportunité pour dire que vous pouvez acheter depuis la Chine et créer une source de revenus. Parce qu'on sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire que le salaire seul ne suffit pas. Donc cette conférence-là a permis, depuis 2022, à satisfaire, à accompagner, à permettre à plus de 5000 personnes à créer une source de revenus. Je lance un appel à la population, ceux qui n'ont pas encore découvert cette opportunité-là, de leur dire que c'est le moment de se lancer. Parce que plusieurs personnes voient, et aujourd'hui, Alibaba a une connotation péjorative. Les gens se disent que c'est de l'arnaque, mais ce n'est pas de l'arnaque. Parce que les gens se sont fait arnaquer même d'Abidjan à Bouaké. Et dire à quelqu'un qu'il peut acheter depuis la Chine pour venir en Côte d'Ivoire, c'est chose utopique pour eux. Donc c'est pour leur dire que c'est le moment de se lancer, c'est le moment de venir à la source de l'information afin de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus avec Alibaba. Aujourd'hui, je suis venu à cette formation parce que je voulais comprendre encore plus. Parce que là, j'étais en ligne, mais cette fois-ci, comme on dit en présentiel, donc je voulais venir voir s'il y a l'innovation encore dans ce qu'il fait pour que je puisse comprendre. Ça va pousser encore à aller plus loin dans mes recherches. Dans un contexte marqué par le défi de l'emploi des jeunes, ce type d'initiative se positionne comme une alternative concrète pour encourager l'auto-emploi et l'entrepreneuriat digital. À travers ces formations, Nouvelle Vision Academy ambitionne de former une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de tirer profit des opportunités offertes par le commerce en ligne. Développer chez les étudiants la culture entrepreneuriale, c'est la vision de la Fondation Kaidan qui sillonne l'étendue du territoire national pour l'installation des clubs entrepreneuriaux. Après l'Université Polytechnique de Mans, c'est au tour de l'Université de Bondoukou de recevoir son Kaidan Club Entrepreneuriat. Le bureau de ce club de l'Université de Bondoukou a été officiellement installé par les autorités. Objectif, développer chez les étudiants la culture de l'entrepreneuriat depuis les amphithéâtres. Anissé Kouadio. Tous les membres du Kaidan Club Entrepreneuriat de l'Université de Bondoukou reçoivent ce jour leurs écharpes des mains de Dr Rachel Kofi, directrice exécutive de la Fondation Kaidan, qui en collaboration avec les responsables de l'Université de Bondoukou et avec la participation de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, procède ce matin à l'installation officielle du Kaidan Club Entrepreneuriat de la dite université. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique de faire face aux défis croissants de l'insertion professionnelle des diplômés. L'objectif de ce club, c'est de permettre aux étudiants de passer de l'idée au projet, de leur donner les outils et les orienter afin qu'ils puissent entreprendre dès les bancs. Cette cérémonie marque une nouvelle ère pour les jeunes talents ivoiriens. Le professeur Ouattara Djakalia, président de l'Université de Bondoukou, par ailleurs parrain de ce club, a souligné l'importance stratégique de ce projet. Entreprendre, c'est un métier. Ça peut mener à la ruine comme au succès. Et à l'école déjà, il faut qu'on vous donne les rudiments pour que demain, si vous entreprenez, vous ayez la réussite. Le Kaidan Club Entrepreneuriat de l'Université de Bondoukou sera dirigé par Israël Blé en deuxième année d'urbanisme. Il aura pour mission de dynamiser les activités du club et d'accompagner les étudiants dans la réalisation de projets à fort impact. Je m'engage avec mon équipe à œuvrer avec intégrité, transparence et dévouement,
faire de ce club un modèle de référence. Aujourd'hui, on sait que l'insertion professionnelle est une problématique et nous savons aussi au sein de la Fondation Kaidan que l'entrepreneuriat pourrait être une alternative d'insertion. La Fondation Kaidan œuvre pour la promotion durable de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. L'installation de ce club de Bondoukou est le deuxième au niveau national après celui de l'Université Polytechnique de Mans. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le programme lui se poursuit sur Business 24 Africa à la télé 8.